Bonsoir, ravie d'être avec vous ce soir. Donc moi, Catherine Schmider, j'ai été enseignante, j'ai été professeure d'éducation physique en collège. Déjà à l'époque, j'étais très sensible à la qualité de la relation liée à mon histoire, où j'ai pu voir qu'il pouvait y avoir des adultes qui avaient des très belles intentions éducatives et qu'en fait, en tant qu'enfant, on pouvait vivre plutôt beaucoup de souffrance. J'étais très sensible très tôt au décalage qu'il pouvait y avoir entre les belles intentions des adultes et la réalité de ce que l'enfant peut vivre. Ce qui fait que quand je suis devenue enseignante, eh bien, j'avais déjà cette conscience-là et j'ai vraiment cherché comment je pouvais assumer mon rôle d'adulte, voilà, et assumer mon autorité d'adulte d'une manière où en même temps je sois à l'écoute des jeunes, voilà, de pouvoir voir si mes intentions et mes actions atteignaient leur objectif. Et donc très à l'écoute aussi de ce qu'ils pouvaient vivre. Et j'ai beaucoup tâtonné à l'époque puisque je n'avais aucune formation dans ce domaine. Comment vivre une autorité à la fois ferme et bienveillante. Et puis ensuite, je me suis beaucoup formée pour justement avoir des compétences dans ce domaine de la relation. Et dans mon parcours, à un moment, j'ai rencontré la communication non violente en 2002. Et j'y ai vu vraiment beaucoup d'intérêt, de puissance. Et à la fois, c'est une approche que je trouve à la fois très simple en théorie et très très puissante, à la fois pour nous soutenir nous-mêmes, pour notre propre équilibre, et puis pour la qualité des relations. Et je trouve vraiment au service des intentions éducatives et pour contribuer aussi à un monde de paix. On voit l'actualité, la violence dans le monde et la violence dans notre société. Et donc ça a beaucoup de sens pour moi, pour nous, de diffuser cette approche aussi pour cette dimension-là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les jeunes? On les accompagne pour développer quelle qualité relationnelle entre eux, pour quels adultes, quelle société. Voilà. Et je suis à l'origine de la création de l'association donc Déclic CNV Éducation qui œuvre pour diffuser cette approche pour qu'elle soit accessible aux éducateurs, qu'ils soient parents ou professionnels, le plus tôt possible pour les soutenir dans leur mission. Véronique Gaspard, moi j'ai été plutôt passionnée par le côté accompagnement de l'humain au sens où moi je suis infirmière. J'ai rencontré votre institution quand j'ai passé le concours d'infirmière scolaire et moi ce qui me passionne c'est avec quoi finalement on traverse ce temps en fait qui nous est donné et de regarder que après avoir fait de la réanimation, de l'accompagnement fin de vie, je me suis rendu compte que ce qui préoccupe les gens, c'est la relation finalement au bout du bout du bout. Et puis quand je suis arrivée dans votre institution, j'ai réalisé la solitude des enseignants. Et moi, c'était quelque chose que j'ignorais en tant qu'infirmière scolaire parce que en tant qu'infirmière tout court, parce que nous, on était beaucoup en équipe. Et ça m'a assez scotché de voir comment vous étiez seul dans vos fonctions. Vous veniez, enfin, des gens comme vous venaient me voir à l'infirmerie. Moi, j'avais une boîte de Spasfon et une boîte de Doliprane. Autant vous dire que ça correspondait rarement aux attentes qui étaient celles de vos collègues. Alors peut-être que ça a beaucoup évolué et que maintenant, le Spasfon et le Doliprane font des merveilles pour tous les maux et les vagues à l'âme que vous avez. Mais à l'époque, ça m'a un peu scotché. Et puis, je voyais des gens à peu près normaux comme vous et comme moi. Et puis, quand j'entendais ce qui se passait dans leur classe, je me disais, oh, c'est pas les mêmes que j'ai rencontrés. Et puis, c'est l'époque où moi-même, j'avais 3 ados à la maison. Et je me disais, je vais en prendre un pour scratcher les 2 autres. Alors que, au départ, à l'origine, quand j'ai rencontré mes enfants, à aucun moment, j'avais envie de les scratcher dans le mur. Et je me suis dit, mais il se passe quelque chose, en fait, entre le moment où on a une intention et le moment où, en fait, où on a très peu de moyens au bout du bout du bout. Et donc, j'ai découvert la communication non violente à ce moment-là. La première rencontre, j'ai imaginé que j'allais pouvoir changer les autres parce que je me disais quand même que si les autres changeaient, ce serait mieux pour moi. Et donc, je suis arrivée en formation avec cette idée de changer les autres parce que moi, bon, sur une échelle de 0 à 10, je me serais bien vue violente à 0,5. Moi, je trouvais que j'étais pas la pire dans le bazar. Moi, je trouvais que les autres, ils étaient pires que moi. En plus, j'étais maman, déléguée de parents, infirmière, enfin plein d'auréoles achetées sur le bon coin. Mais en me disant, quand même, je trouve que les autres, ils sont pires. Les élèves, ils se foutent sur la figure. Il y avait déjà la guerre sur certains territoires. Donc, moi, je trouvais que j'étais pas, mais quand même, je trouvais que les autres étaient pires. Et en fait, ce que cette approche m'a permis, et c'est ce que je vois aussi dans les formations, c'est de mesurer le delta entre ce qu'on imagine être la violence et la réalité de celle qu'on porte de manière parfaitement inconsciente.
Et quand j'ai fait tout ce parcours, puisque après j'ai animé de la prévention pendant 10 ans dans un peu plein d'endroits différents, à Paris et autour, sur la prévention du suicide à l'adolescence et la vie relationnelle, j'ai réalisé aussi combien ça pouvait être difficile d'entrer en lien dans un premier temps, si j'ai pas appris, et qu'en même temps, c'est bien dans la qualité du lien que derrière, j'allais pouvoir transmettre ce que j'avais envie de transmettre. Et la certification arrivant, on s'est rencontrés. Le projet éducation, ben, ça nous semblait quand même un projet majeur en disant, si on accompagne les adultes, nous, à faire autrement, à leur donner la beauté, à les soutenir dans la beauté de leur intention, ben peut-être que c'est l'axe de la prévention majeure pour toutes les grandes causes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on éduque les enfants de manière radicalement différente, soit on va entretenir et obtenir les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a un choix terriblement, je dirais, politique à opérer. C'est comment on va choisir d'accompagner les enfants d'aujourd'hui pour un monde de demain qui correspond à la vision en fait qu'on aimerait du monde dans lequel on aimerait vivre. Enfin, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Et donc, on va vous partager au fur et à mesure peut-être de la soirée, déjà que vous pourriez trouver dans ce livre, mais pour moi, c'est pas l'essentiel. C'est qu'on vous partage cette vision de l'accompagnement des adultes auquel on tient par-dessus tout. Et que pour nous, aujourd'hui, il est question de ça. C'est comment on maintient une qualité d'être pour ceux qui sont au contact des enfants, pour que les enfants qui apprennent par imprégnation, eh ben, dans 2 générations, ce bouquin il soit rangé à côté du bouquin des dinosaures, parce que nous, on travaille à notre disparition. Mais par contre, on travaille au service de votre bien-être. Et que les enfants, ils rêvent d'être au contact d'adultes qui vont bien. Et moi, j'aime beaucoup démarrer souvent avec la phrase de Prévert qui dit et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Et on a un défi à relever ensemble. Donc, c'est celui, en fait, avec lequel on a envie de vous accompagner à travers ce livre et à travers plein d'autres trucs qu'on propose. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire dans ma présentation. Et si, hein, quand même un delta qui est assez marrant entre toi et moi. Catherine, première de classe, moi dernière, et on fait le même taf. Donc, tous les espoirs sont permis, voyez. Donc, ça fait partie de nos blagues de voir que on a un rapport à l'école qui est complètement différent. Et comme moi, mes parents ont arrêté l'école à 13 ans, dès que j'ai été en 4e, j'étais une pop star. Et au fur et à mesure, c'était Hollywood, les Oscars. Et donc, j'ai jamais eu de pression. Et donc, je pense que j'ai traversé la scolarité d'une manière certainement différente que certains pour lesquels les parents projettent des choses avec force. Et que comme mes parents n'avaient jamais été punis, moi, je n'ai jamais été punie. Et comme l'école m'a sauvée pour vivre les punitions, quand j'étais punie, mon père disait alors, j'ai été punie. Il me dit t'inquiète, un jour ça leur passera. Donc voilà, j'ai été éduquée avec ça. Et donc, ça me donne une sorte de légitimité aujourd'hui de voir qu'on peut éduquer autrement. Et j'ai pas l'impression d'être un citoyen pire que toi qui as été première de classe et pas punie non plus, évidemment, puisque toi, tu étais première. Oui, et c'est vrai que nos parcours nous interrogent aussi sur la notion de confiance en soi. Parce que moi, j'ai été vraiment dans le système avec la valorisation du système. Mais en fait, ça entretient une confiance en soi à partir on va appeler ça de repères externes. Donc oui, confiance dans mes compétences, mais ça développe pas une confiance en soi interne parce que ça dépend complètement du regard de l'autre. Et voilà, alors que Véronique n'a pas eu cette valorisation par les notes. Ah, ça c'est sûr, oui. Non. Sinon, je me serais pendue. Elle a beaucoup plus développé et ce regard qu'elle a pu avoir de ses parents qui ne dépendaient pas de ses résultats a développé beaucoup plus une confiance interne dans la beauté de l'être que je suis indépendamment de mes résultats. Et l'idée, c'est que la qualité relationnelle qu'on va pouvoir offrir, elle va nourrir cette confiance-là interne. Si on m'accorde une relation de qualité, c'est que j'ai de la valeur. Et comment on va pouvoir nourrir une relation de qualité avec nos élèves, quels que soient leurs résultats, quel que soit leur comportement, pour qu'ils perçoivent ça dans notre regard, qu'ils ont une valeur. Donc notre intention peut-être pour ce soir, vous partagez peut-être un peu ce qui nous a motivés à travers l'écrit de ce livre. Et puis moi je vois que ce que je préfère en fait, c'est les interactions, de regarder comment est-ce que dans les questions-réponses, on peut peut-être soutenir en fait
à travers nos réponses, des choses qui, voilà, peut-être pourraient éclairer certaines situations, hein, sachant que moi, j'ai pas l'impression qu'on détient la bonne parole, mais en tout cas, on tente de continuer à travailler pour regarder qu'est-ce qui pourrait être le plus au service des adultes que vous êtes. Ça, c'est sûr. Et donc, dans le livre, il y a une première partie qui a été rédigée par Catherine Guéguin. Donc, peut-être parmi vous, plusieurs personnes ont déjà lu des livres de Catherine. Et donc, elle fait une petite synthèse avec l'essentiel de cette compréhension qu'apportent les neurosciences affectives et sociales sur le développement du cerveau de l'enfant, avec l'impact du milieu dans lequel il vit et de la qualité relationnelle. Que si il est dans un milieu stressant, humiliant, il y a l'amygdale, le centre de la peur, qui est mature à la naissance, qui va sécréter du cortisol. Et ce cortisol va empêcher la bonne maturation de la partie qu'on appelle cortex orbitofrontal, qui est derrière le front, partie du cerveau qui, elle, n'est pas mature à la naissance et qui se développe jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Et donc, s'il y a beaucoup de cortisol qui est sécrété par toutes ces humiliations, ce stress, eh bien, ça empêche le développement optimal. Et à contrario, si l'enfant peut être dans un environnement sécurisant au niveau affectif, au niveau relationnel et empathique, eh bien, ça va permettre, il y aura pas ce cortisol et les neurones vont se développer de la manière la plus optimale. Et c'est la partie du cerveau qui est dévolue à le contrôle de ses propres émotions. Donc jusqu'à l'âge de 6-7 ans, ne pas s'attendre à ce que l'enfant puisse se calmer. Calme-toi, ce n'est pas possible, il n'a pas les neurones pour. Voilà. Et par contre, c'est l'écoute empathique qui va lui permettre de se calmer. Donc le contrôle de ses propres émotions, la reconnaissance des émotions d'autrui, donc toute l'empathie, voilà, ainsi que le sens éthique et moral et la capacité à prendre des décisions. Voilà, c'est un peu le résumé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette partie-là? Oui. Ce que je veux ajouter, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le développement, ce que les neurosciences nous amènent. Et en même temps, je trouve que ça donne, en tout cas, ça augmente la difficulté de faire vos métiers. Et j'aimerais vraiment vous partager cet espace de compassion que je peux avoir vers vous parce que, quelque part, les neurosciences, oui, elles nous donnent à voir l'impact, en fait, de nos attitudes sur le cerveau et que peut-être il y a des parents qui, à certains moments, peuvent arriver avec des réactions élevées par rapport à certains choix que vous pourriez faire éducatifs en lien avec ce qu'ils ont entendu ou lu sur Internet et avec une appropriation plus ou moins ajustée où ils s'imaginent que si à un moment vous avez eu un mot de travers avec leur enfant, vous leur avez pété le cortex orbitofrontal. Non, c'est pas aussi rapide que ça. Donc, non, mais c'est important que vous entendiez aussi. Et ce que je trouve important aujourd'hui, c'est que nous, on a à vous accompagner sur ce que les neurosciences amènent pour que vous puissiez vous appuyer là-dessus à certains moments sur les choix éducatifs que vous faites et que vous puissiez répondre aussi à certaines inquiétudes des parents qui auraient glané quelques infos par-ci, par-là. Et que, effectivement, ce cortex, comme il est dévolu à la relation et que la plupart des intentions éducatives qui sont les vôtres, c'est de contribuer à faire de ces élèves qui sont les vôtres des citoyens qui vont être conscients d'eux et des autres. Jusqu'à maintenant, on a choisi des stratégies d'éducation qui étaient des stratégies quelquefois autour de repères qui étaient plus fermes que ce qui permet en fait le développement du cerveau, en choisissant des axes comme les récompenses, les punitions, des choses comme ça, et de voir aujourd'hui que c'est contre-productif quand on réalise en fait que le sens éthique et moral, il peut pas se développer si le cortex, enfin l'ensemble du cerveau ne baigne dans autre chose que l'ocytocine. Pas parce que le cortisol est mauvais, c'est l'excès de cortisol qui est mauvais. Et donc c'est le stress, les humiliations répétées qui vont donner ça. Et donc là, on est dans un temps de passage d'appropriation entre ce que les neurosciences nous montrent et l'accompagnement nécessaire pour les éducateurs que vous êtes. Donc, il y a un enjeu. Et que pour moi, ce serait comme une aberration de vous laisser croire qu'on peut passer d'un système à un autre du jour au lendemain parce qu'on l'a choisi, parce que, je sais pas, on s'est pris un coup de baguette magique sur la tête. Et qu'on est dans un temps de passage et que ce temps de passage, de mon point de vue, il est accompagné pour prendre soin. Vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas, franchement, à apprendre. Et
juste pour vous dire par rapport à ça, vous verrez à la fin du chapitre enfin presque à la fin du chapitre de Catherine, il y a un schéma qui résume tout ça sur le cerveau et qui est très très bien fait pour avoir une vision simple et claire de tout ça. Et puis après, eh bien comme elle dit, pour pouvoir offrir ce contexte favorisant pour l'enfant, il y a une approche qui est vraiment au service, la communication non violente. Donc on arrive dans la partie qu'on a rédigée toutes les deux, avec une partie d'abord pour donner des repères sur la communication non violente. Et en quelques mots, ce qui va être au cœur de la communication non violente, c'est de comprendre que nous avons des besoins fondamentaux liés au fait que nous sommes vivants. Et voilà, et c'est des besoins qui sont partagés par tous les êtres humains, quel que soit leur âge, quelle que soit leur fonction, même s'ils vont pas prendre la même importance à chaque moment de la vie, voire à chaque moment de la journée. Là, par exemple, vous êtes là avec un besoin qui est un moteur de vie de apprendre, par exemple, et de apprendre aussi pour contribuer. Quand on est enseignant, enseignante ou toute autre fonction au service des enfants, il y a un grand besoin de contribuer à la vie, contribuer à l'épanouissement. Voilà. Et en même temps, peut-être c'est la fin de journée, à un moment, la fatigue va se faire sentir, votre besoin de repos commence à prendre de la place, et du coup, votre besoin d'apprendre, même s'il est là, il prendra moins de place. Vous voyez, et on a tous ces besoins-là. Et puis, entre les enfants, si vous êtes avec des enfants tout petits en maternelle, ou si vous êtes avec des plus grands, les tout petits, quels besoins ils vont avoir qui vont prendre plus de place, par exemple. Là, je vous pose la question. Mouvement, ouais, les petits, ils ont besoin de bouger tout le temps. On a tous besoin de bouger. Et globalement, on pourrait dire que ce besoin-là, il diminue un peu en grandissant. Les petits bouger tout le temps, ouais. Ouais, jouer. Ici, il y en a qui sont avec des plus grands. Alors après, explorer, toucher pour découvrir les choses. Apprendre, bien sûr, tous les besoins de relation, se faire des amis, pouvoir s'exprimer, être écouté, vivre de l'honnêteté dans les relations, avoir du soutien. Et puis quand on va arriver avec des ados au collège, tout ce côté de l'affirmation de soi, par exemple. Vous voyez tous ces besoins-là? Est-ce qu'il y a d'autres besoins que tu voudrais nommer? Je connais mille. Oser, expérimenter, s'affirmer, poser des limites. Ouais, il y a tout ce qui est au champ du truc autour de la découverte. Il y a le besoin de sens. Ça, c'est un besoin assez fondamental de tous les êtres humains. Faire les choses parce qu'elles ont du sens. Le besoin de liberté aussi. On préfère faire les choses parce qu'elles ont des sens et qu'on a le choix plutôt que quand on nous impose les choses. Vous sentez ça? Et vous pouvez, oui, je vois, ça vous parle. Et voilà, prenons ça et regardez comment on fonctionne en fait. Quand un besoin est pris en compte, on va tout de suite se sentir bien épanoui. Et quand un besoin n'est pas pris en compte, on voit que ça nous ferme, ça nous fait réagir. Et ça commence sur les besoins physiologiques. Pensez à une fois où vous avez mal dormi, regardez comment ça fait. On a des sensations physiques de fatigue, les yeux qui piquent, tout ça. Et tout de suite, ça vient affecter notre état émotionnel. On est beaucoup plus réactif, irritable. Et ça affecte nos relations. On est tout de suite beaucoup plus dans la fermeture ou la réaction vis-à-vis des autres. Alors que le jour, on a bien dormi, le corps, on le sent bien détendu, on sent qu'on a de l'énergie. Au niveau émotionnel, on est plutôt dans la joie, le calme, etc. Et au niveau relationnel, on est dans l'ouverture. Vous voyez ce mouvement? Et ça va être pareil pour tous les besoins. Et donc, ça va être vraiment la grande compréhension qu'amène la communication non violente, que nos émotions, même si on va avoir des émotions qui se déclenchent quand il se passe des choses à l'extérieur, en fait, notre émotion est la révélatrice d'un besoin qui est à l'intérieur. Est-ce qu'il est satisfait ou pas satisfait dans la situation? Et ça va être une grande clé pour mieux comprendre nos propres émotions. Et ça va être un vrai soutien pour notre propre équilibre émotionnel. Au lieu de nous énerver, d'être dans la réaction vis-à-vis de l'extérieur, quand on va avoir une émotion, on va pouvoir se dire « Ah, mais de quoi ça parle d'important pour moi ?» On va pouvoir mieux se comprendre. Et en se comprenant mieux, on va pouvoir
agir pour notre propre équilibre. Donc ça va être le premier axe vraiment, et ça vient en soutien vraiment de, vous voyez, tous les moments d'une journée où il y a plein de choses qui vous font monter là. Ben, tous ces moments-là, si on peut avoir cette compréhension pour prendre soin de soi, qui va éviter d'être dans de la réaction, et nos propres réactions suscitent la réaction des autres, ça va nous aider à sortir de ce cercle vicieux-là. Et on va avoir après la même compréhension des émotions des autres et la capacité d'accueillir donc les émotions des enfants, celles des parents, celles des collègues, avec la conscience que derrière leurs émotions, ça parle d'un besoin important chez eux et chez elles. Et c'est là où on va pouvoir offrir cette qualité. Quand on est dans l'écoute des autres, c'est l'écoute empathique, et quand on est dans l'écoute de soi, on appelle ça l'auto-empathie, l'empathie pour nous. Tu veux ajouter quelque chose sur ces apports de la communication non violente? Oui, parce qu'en fait, c'est la structure du livre, et en sachant que on a bien sûr développé ces deux axes, l'empathie et l'auto-empathie, et que ce qui va sous-tendre ce processus, ça va être tout ce qui est autour de l'intention, c'est-à-dire avec quelle intention je vais arriver dans la relation à moi et à l'autre. Et c'est comme ça qu'en fait, on a fait la jonction en fait entre ce que Catherine partageait pour introduire en fait cette communication non violente depuis cette conscience de l'intention. On a chacune, c'est vrai, hein, une entrée assez différente en lien, et ça c'est typique en lien avec nos histoires. Toi, il y a le côté relation, émotion, besoin, qui t'a vraiment, toi, porté. Quand moi, j'ai moins mis d'attention à ça parce que je vivais dans une famille où les émotions avaient de la place. Moi, j'ai toujours vu, par exemple, mon père, mon grand-père et mes oncles et tantes pleurer. Donc moi, il y avait de la place pour les émotions et pour le rire. Donc moi, quand j'ai découvert la communication non violente, mon axe, moi, ça a été ce que je vous disais tout à l'heure, repérer en quoi je pouvais être violente. Et c'est tout le travail de Rosenberg qui est à l'origine de ce processus, en sachant que c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui, le 7 février 2015. J'ai vu ça ce matin, je me suis dit, ah, c'est étonnant, c'est comme un clin d'œil. Mais ouais, mais moi, ça me permet de lui dire merci parce que pendant 60 ans de sa vie, il s'est dit, je suis persuadée qu'à la naissance, les êtres humains aiment contribuer, qu'il y a quelque chose comme ça qui est un moteur naturel. Moi qui ai des bébés un peu autour de moi, notamment une petite fille qui a 17 mois, quand je vois comment elle se comporte avec son frère qui en a 13 de moins, c'est dingue. Spontanément, elle cherche à s'en occuper. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ça au départ? Alors même s'il y a des fois, on voit bien qu'elle lui arrachera un œil sur deux, quand même, d'accord? Mais quand même, la majeure partie du temps, on voit qu'elle cherche à s'en occuper. Et donc, lui, il s'est dit, si je pars du présupposé qu'il y a ça, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on peut s'éloigner de cette envie qu'on a petit à contribuer aux uns aux autres? Moi, là où ça m'a éclairé, la CNV, et c'est en transversal dans le bouquin, c'est de repérer toutes les habitudes de langage que nous reproduisons par pure inconscience, parce qu'on fait comme les enseignants qui nous ont enseignés, comme les parents qui nous ont éduqués, et de regarder quel impact ces habitudes de langage ont pour générer un peu plus de rififi que le rififi qui est déjà présent. Et donc, l'association de nos deux couleurs font que toi, tu aimes bien mettre le lien sur sentiment de besoin. Je l'aime aussi. Mais moi, je vois qu'avant ça, ça m'a appris à repérer comment je faisais partie des plus grands terroristes que la Terre ait jamais produit. Et souvent, dans mes initiations, je dis, ça vous fait rire au moment où je vous dis ça. Et en même temps, à la fin de l'initiation, je suis quasi sûre que vous aurez rejoint le club des terroristes conscients. Et c'est bien parce qu'on est conscient que peut-être on passe moins à l'acte. Vous voyez, c'est juste ça. Et que, pour moi, ce processus, c'est moins une façon d'apprendre à parler d'une certaine manière, même si on met une attention sur les mots, que de devenir conscient de ce qui sort de notre bouche et de l'impact au moment où on agit avec la parole. Et après, l'association des deux va faire que peut-être à un moment, il y a une attitude, il y a des mots qu'on va choisir en lien avec cette conscience et qui peut-être vont favoriser la relation à nous et aux autres. Voilà, j'avais envie d'ajouter. Mais c'est vrai qu'on a deux couleurs assez différentes. Et complémentaires. et moi, j'aime bien dire, en fait, la communication non violente, quelque part, ne nous apprend pas grand-chose. Elle nous apprend juste à repérer ce qui nous fait du bien dans les relations. En fait, on le sait quand c'est nous qui recevons les relations. On sait ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait pas du bien quand les autres nous parlent ou quand ils nous écoutent.
Et ça nous aide à être conscients de ça et d'être vigilants quand c'est nous qui parlons ou nous qui écoutons. Comment nous allons offrir aux autres ce qui fait du bien et être vigilants à ce qui ferme dans la relation. Par exemple, sur la communication, on peut prendre quelques secondes. Pensez à si quelqu'un vivait vous avez fait quelque chose qui lui a pas plu. D'accord ? Comment vous aimeriez que la personne vous le dise pour que vous soyez prêt à l'entendre, et qu'est-ce que vous n'aimez pas entendre dans la forme et que ça vous donnerait plutôt envie de réagir ? Allons sur ce que vous n'aimez pas. Hein ? Voilà, vous avez fait quelque chose, la personne le vit mal et elle voudrait vous le dire. Eh bien, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas qu'elle vous dise ? Quelle forme ? Quelles sont les choses qui vous bloquent, qui vous ferment, qui vous feraient réagir au lieu d'avoir envie de l'écouter ? Voilà, le tu accusateur. On n'aime pas être accusé, on n'aime pas être jugé, on n'aime pas être critiqué. Hein, ça nous donne juste envie de nous fermer, de partir ou de réagir. Hein, tous les trucs, voilà. Tu es toujours comme ça, on peut jamais compter sur toi, voilà. Et la généralisation, hein, le ton, hein, voilà, hein, ce qu'on va vivre comme de l'agressivité, ça nous donne pas envie. Vous préfériez que la personne, elle vous parle plus calmement ? Est-ce que c'est ça ? Ouais. Voilà, quelque chose qui serait dans une relation verticale alors que vous aspirez à vivre de l'horizontalité et que c'est pas il y a un qui a raison et l'autre qui a tort, mais comment on peut donner la parole à chacun et essayer de comprendre chacun. Vous voyez, donc quand on se pose la question de moi, qu'est-ce que je n'aime pas recevoir, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me fait réagir, on a toutes les clés. Voilà. Et l'idée, c'est d'être conscient de ça. Et ça, donc, vous les retrouverez dans le livre. Il y a une page sur tout ce qui nous fait réagir. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? La comparaison. Les généralisations. Vous êtes dans un dîner et quelqu'un dit tous les fonctionnaires des feignants. Et vous voyez tout de suite votre. Voyez, surtout les profs. Voilà. Et donc, vous voyez, spontanément, vous voyez votre motivation à poursuivre l'échange. Et donc, vous voyez, ce qui est vécu comme une généralisation, à un moment, quand ça vous concerne, c'est bloquant. Mais peut-être que quelquefois, par habitude, on peut parler d'une classe en général. Vous voyez, la classe des CM2 cette année, ou les 6e 5, et de regarder qu'à ce moment-là, peut-être que pour certains, c'est vécu comme généralisation, alors que vous n'aviez pas cette intention. Mais de regarder, et ça fait partie, j'aimerais trouver un chercheur qui cherche, parce que c'est leur fonction. J'aimerais bien que quelqu'un se mette à chercher pourquoi on sait pertinemment ce qu'on n'aime pas recevoir et qu'on oublie précisément ça quand on arrive dans la relation à l'autre. J'aimerais bien savoir quelle est la partie du cerveau qui se met à disjoncter pour que ce mouvement d'oubli, mais quasi instantané. Ça, c'est quand même un truc assez étonnant. C'est ça. Il y a un truc plus ça va, plus j'aimerais repérer ce mode. Parce que moi, je vois que je suis très consciente de ce que je déteste et je peux me voir le faire de manière assez chronique. Alors, la communication non violente, et ça, c'est important que vous le sachiez, c'est pas parce qu'on est initié 2 jours, 5 jours, 10 ans, 15 ans, que ça fait de nous des espèces d'idoles incroyables en disant vous devez dire oh mais ça doit être merveilleux de vivre avec elle, tout ça. Pas du tout. Ça veut pas dire qu'on a perdu certains axes de notre schéma reptilien, mais peut-être que de temps en temps, dans certaines conditions, on a un peu plus de moyens pour revenir dans la relation et repérer ce qu'on a mis dans le bazar pour que ça dysfonctionne. Mais c'est un processus qui rend un peu humble et surtout qui nous rend conscients de ce qu'on a fait. Et déjà, c'est pas si mal parce que on peut se désoler quand on voit en quoi on a contribué alors que c'était pas notre envie au départ. Voilà, et donc, si à un moment je vis quelque chose qui ne me convient pas, comment je vais pouvoir l'exprimer d'une autre manière qu'avec un ton agressif, en critique, en jugement, en généralisation. Vous voyez, qu'est-ce qui nous reste alors ? Parce que ça, c'est nos habitudes. Il va nous rester ce que... Et si j'avais plus de temps, vous le diriez vous-même, hein, parce que quand je fais ça en formation, les gens disent eux-mêmes, qu'on me parle calmement, pas devant les autres, en aparté, que la personne, elle me dise ce qui s'est passé exactement et pas une généralisation, qu'elle me dise en quoi ça la gêne. Et là, on fait du lien avec la CNV, ce qu'on a vu, c'est quel besoin ça touche chez moi, et qu'elle me dise ce qu'elle aurait aimé que je fasse à la place ou ce que je pourrais faire maintenant. Et qu'elle ait pris soin de savoir si c'était le moment pour moi d'entendre ce qu'elle avait à me dire.
Parce qu'il y a quand même des gens qui vous sautent sur le paletot. Vous passez au détour d'un couloir et hop, il y a quelqu'un qui vous saute sur le paletot et vous l'avez pas vu arriver. J'ai deux choses à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Voilà. Vous voyez tout de suite ce que ça fait? Et avant même que vous ayez pu répondre si c'était le moment, l'autre, il vous a déversé son camion benne et vous êtes en train de trier les pots de yaourt en disant mais comment je vais faire pour me sortir du bazar? Donc, vous voyez, une forme de délicatesse à arriver dans la relation. À quel moment je vérifie? Ben voilà, il s'est passé quelque chose avec toi. J'aimerais juste te dire ce que ça m'a fait moi, mais je voudrais être sûre que j'arrive dans la relation à un moment où c'est OK pour toi et pour moi. Oui, au moins ça déjà. Donc, vous voyez, c'est toute cette conscience de la relation avant l'action. Et d'avoir cette délicatesse aussi avec les enfants. Parce qu'en fait, on va avoir souvent un peu plus de retenue ou avec les adultes qu'avec les enfants pour leur dire ce qui ne nous convient pas. Vous pourrez, il y a une situation qu'on fait des fois en formation qui est penser à, vous avez des invités et puis il y a quelqu'un qui renverse son verre de vin sur la table. Qu'est-ce que vous lui dites? C'est pas grave, voilà, je vais nettoyer, je vais aller chercher du sel, voilà. La nappe de votre grand-mère, hein, la seule nappe blanche que vous aviez préservée de l'héritage, et c'est pas grave. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Hein. Voilà. Jamais trop pressing, éventuellement. Bon. Et puis vous avez votre enfant qui renverse son verre de jus d'orange sur la table de la cuisine. C'est le verre de vin, ça va pas hein, pour le On est d'accord. Hein. Voilà, sur la table de la cuisine, voilà, il y a même pas de nappe. Et là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Voilà. Tu ressembles à ton père, non? Non, mais j'aime bien faire des petites blagues. Toi, t'as vraiment deux mains gauches, voilà. Mais c'est pas possible, c'est toujours pareil avec toi, vous voyez? Donc globalement, il vaut mieux qu'on soit vos amis que vos enfants. Et donc ça interpelle de regarder, est-ce qu'à un moment, cette retenue qu'on peut avoir avec des adultes, est-ce que c'est parce que en relation d'équivalence, on pourrait craindre? Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, on va se permettre certaines choses avec des enfants, sachant que les enfants apprennent par imprégnation? Il est fort à parier qu'ils se disent vivement que je sois grand, comme ça je pourrais écrabouiller quelqu'un de plus petit. Je vous le fais en cours. Et en même temps, moi j'ai travaillé dans les maternités, je n'ai jamais vu un bébé harceler un bébé à côté en disant soit tu me files ta ration de lait, soit je te pique ta tétine à la récré. Ouais, ça n'existe pas dans la nature. Et donc pour moi, tous les projets en lien avec le harcèlement qui n'impliquent pas la responsabilité des adultes, pour moi c'est une illusion. C'est-à-dire qu'on va demander à des enfants d'être capables d'agir d'une manière qui n'est pas inspirée par les adultes. Or, nous, notre taf d'adultes, c'est d'être le plus inspirant possible pour que l'imprégnation qui se fasse soit au service du monde qu'on a envie de voir advenir. Il y a un défi, il y a un enjeu. C'est comme dans la régulation des conflits. Je parlais parce qu'aujourd'hui, j'étais avec vos collègues à l'Académie de Paris. Là. Je faisais la 4e journée de formation à la communication non violente. Et je leur disais, ça vous dit la médiation entre les pairs? Ah oui, oui, et tout, c'est super. On demande aux enfants de régler leurs conflits et tout. Je dis, ah bah oui, surtout quand la plupart des conflits sont générés par les attitudes d'adultes. Donc, il se passe des trucs dans la classe. On demande à des gamins de régler leurs conflits. Et je fais, c'est comment l'ambiance dans la salle des profs? Ben, je sais pas. Alors, je fais, c'est quand même étonnant de voir que nous, on pourrait craindre finalement la relation et de dire, ben, une collègue, écoute, je trouve qu'il y a un peu des grains de sable dans notre relation. Est-ce que ça te va? Si on prend un temps, on pourrait craindre de faire ça. Et par contre, on demande aux gamins de régler leurs conflits. Là, pour moi, il y a un truc. Je me dis, ça, c'est stop. C'est soit on commence, nous, à accueillir les conflits qui sont les nôtres et à les traverser d'une manière qui nous donne tellement de confiance qu'on va rêver d'être en conflit pour rencontrer nos collègues. Mais on peut pas quand même demander à des membres de faire ce que nous, on ne fait pas. Et donc, il y a un enseignant là qui était présent qui disait « Ah, mais moi, Véronique, je suis pas du tout d'accord avec toi. J'ai toujours vécu dans des salles des profs où l'ambiance est extrêmement tranquille. Tout le monde se dit bonjour. Il n'y a aucun souci. » Oh, je lui dis, mais dis donc, t'en as de la chance, toi, d'avoir été dans des salles des profs où il y avait des balles masquées toute l'année. Je lui dis, mais ça doit être super, parce que je dis, moi, je viens de Versailles. Une fois par an, ils font un grand bal masqué. Bah, toi, t'as quand même du pot, tu payes rien. Et toute l'année, t'es au bal masqué. Il m'a dit, c'est pas faux. Donc, faut regarder ce qu'on appelle des relations tranquilles. Est-ce qu'on est suffisamment éducastré pour rien dire?
moi, j'aurais voté ce côté-là. Et les collègues disaient oui, alors Nick, quand même, oui. Donc, vous voyez, on a, nous, fait le choix avec Nick de jamais accepter les choses qui nous étaient demandées vers les enfants. Mais nous, notre axe, c'est dire on veut accompagner et prendre soin des adultes qui prennent soin. Ça, c'est notre axe. Parce que équiper, entre guillemets, les enfants de certaines compétences, alors qu'ils les ont, hein, c'est ce que tu disais, Catherine, hein, la CNV, il n'y a rien à apprendre, il y a à redécouvrir notre nature. Quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous étiez capable de brailler jusqu'à péter les tympans des gens qui étaient autour de vous, quand vous aviez peut-être besoin d'attention, de chaleur humaine, d'amour, de confort et peut-être juste de bouffer. Hein. Et là, on est en train de faire des formations pour récupérer ça. C'est quand même un comble. Et en même temps, si on devait inviter les enfants à nommer ça, eh bien peut-être que ça pourrait mettre à mal certains adultes qui n'auraient pas cette vision. Donc nous, l'objectif, inlassablement, c'est prendre soin de nous. Il n'est pas question de développer quoi que ce soit chez les enfants qui ne soit pas accompagné chez les adultes. Ça, c'est vraiment notre axe et on n'en démord pas. Et surtout que les enfants, en fait, apprennent par imprégnation. En fait, la communication, c'est un apprentissage informel. On vous a pas appris à parler. Vous avez appris à parler naturellement et nous avons tous reproduit, eh bien, ce que nous voyons autour de nous, dans nos familles, à l'école, dans la rue. Et là, on arrive à un stade où on se rend compte que la manière de communiquer classique, elle n'est pas toujours idéale. Alors, on peut croire que, bah oui, mais les relations, c'est comme ça, c'est pas toujours très facile. Mais on découvre qu'il y a des approches qui nous facilitent vraiment une qualité de relation. Et en fait, quand on se met à parler de cette manière-là, et au lieu d'être dans le tu, la critique, etc., on va aller exprimer ce qui est important pour nous, faire des demandes. Et quand, au niveau de l'écoute, on est capable d'écouter vraiment avec empathie, et quand on va justement s'occuper des conflits, au lieu de punir, de moraliser, on va aller entendre qu'est-ce qui se passe pour chacun, et avec ce processus de médiation, mais que nous, adultes, nous faisons, nous allons permettre que chaque enfant se sente pleinement entendu et qu'ils se sentent entendus entre eux et qu'ils trouvent des solutions par eux-mêmes, eh bien, on crée, nous, un autre monde, et les enfants apprennent cette manière de relationner par imprégnation avec eux. Nous, adultes, on fait une formation formelle de notre manière de communication. Si on communique comme ça, les enfants apprennent d'une manière informelle cette manière de communiquer. Je dis que nous sommes la génération de transition. Et je pense à une enseignante qui me parlait elle avait des CP, et quand elle avait découvert tout ça, elle s'était mise à mettre en place des temps, comment ça va le matin, accueil des émotions, même au retour des récrés, est-ce que vous êtes tous disponibles ou pas? Ah ben non, moi, elle a pas voulu jouer avec moi à la récré, du coup, je suis contrariée. Ok, est-ce que tu veux t'en occuper? Il y avait vraiment de la place pour ça. Et elle avait arrêté de punir, et elle s'occupait des conflits uniquement par la médiation. Et elle disait déjà, à la Toussaint, l'ambiance de la classe avait changé en bien. Hein. C'était des enfants qui suivaient depuis la maternelle dans un village, donc il y avait une ambiance de classe installée. Déjà, à la Toussaint, vraiment un changement de la qualité du climat de la classe. Et elle disait, à Pâques, je les voyais dans la cour s'occuper des conflits des autres par la médiation. Je ne leur ai jamais appris. Il n'y a pas à apprendre aux enfants. Il y a à apprendre à nous. Et nous, les enfants, ils reproduisent. Il y a une petite phrase qu'on aime bien, hein, qui vient pas du réseau de la CNV, on ne sait pas l'origine, mais c'est on a beau apprendre aux enfants les bonnes manières, il n'y a rien à faire, ils continuent à faire comme nous. Voilà. Donc intégrons ça pour nous et les enfants reproduiront. Donc juste dire encore quelques mots sur la structure du livre. Après, on vous donne la parole pour des questions. Ce sera aussi plus sympa d'être dans l'échange. Donc après cette partie où on explique un peu tout ça de la communication non violente, Véronique on a nommé donc nos habitudes de relations qui coupent. On voit aussi nos habitudes dans l'écoute, où avec les meilleures intentions du monde, on a des réactions qui en fait créent aussi de la fermeture. Il y en a une ici par exemple, voilà, nos habitudes, l'enfant pleure et on va lui dire ah non mais c'est rien, voilà. Et avec les meilleures intentions du monde. Mais l'enfant, lui, c'est pas rien. Il sent bien que soit il a mal, soit il a peur. Et du coup, ça crée chez lui de la perplexité. Mais moi, je ressens ça, mais l'adulte me dit que non, je devrais pas ressentir ça et à qui je fais confiance. Et voilà, il y a un certain nombre d'habitudes qu'on apprend à repérer et il y a plein de conflits qu'on va éviter une fois qu'on a la conscience de ça. Ensuite, dans le livre, il y a une partie sur l'écoute empathique et c'est des fiches. Il va y avoir 8 fiches qui sont toutes toujours faites pareil. Il y a une petite introduction, il y a une petite BD avec des témoignages qui sont des histoires réelles. Les prénoms ont été changés, mais c'est vraiment des témoignages qu'on a
récoltées avec toutes les personnes qu'on accompagne. Après, on fait une analyse des témoignages et on donne quelques pistes de qu'est-ce que vous pouvez déjà commencer à faire. Il y a des petits exercices dans le livre, mais aussi des pistes qu'on vous donne pour vos vies. Et puis, il y a des liens pour aller un peu plus loin. Et donc, il y a 8 fiches on commence par l'empathie, justement repérer ses habitudes d'écoute, comment accueillir n'importe quelle parole au lieu de réagir tout de suite, comment le vivre dans la gestion des conflits, justement, par la médiation, comment s'en servir en entretien individuel, comment s'en servir avec les parents, comment réagir à des critiques. Ça, c'est super utile, surtout aujourd'hui. Avant, il y avait vraiment, de la part des parents, beaucoup de respect de l'enseignant. Et puis, tout ça, ça s'est un peu horizontalisé. Donc maintenant, les parents se gênent pas pour venir vous dire quand ils sont pas d'accord. Et donc, savoir accueillir les critiques sans les prendre contre soi et sans mettre de l'huile sur le feu, ça devient une compétence assez importante. Et en fait, on apprend vraiment à voir que derrière toute critique, c'est un besoin qui s'exprime. Mais le parent, s'il n'a pas appris tout ça, sa manière d'exprimer son inquiétude et ses besoins, c'est en arrivant avec de la colère. Et puis, comme il n'est pas sûr d'être entendu, il arrive fort pour avoir plus de chances d'être entendu. Et du coup, c'est souvent le cercle vicieux parce que comme il arrive fort, si on ne sait pas accueillir ça, on se défend, on se justifie, on réagit et il se sent pas entendu. Voilà, il obtient l'inverse de ce qu'il aurait voulu. Et donc, ça aide vraiment. Des enseignants me disent: ah, mais on ne nous apprend pas ça dans nos formations initiales. Si on le savait, il y aurait beaucoup moins de dépression chez les profs. Voilà, de savoir que derrière la critique, si je passe en écoute empathique, en fait, le parent, très rapidement, il se sent entendu et ça s'apaise et on peut entrer dans du constructif. Et derrière sa colère, c'est souvent de l'inquiétude, en fait. Et on peut aller aborder les sujets. Donc, il y a ça. Et puis, il va y avoir aussi 7 fiches sur l'auto-empathie. Je te laisse en parler. C'est là où on va commencer à parler des étapes que les gens imaginent être la communication non violente. Vous voyez, certains disent: ah oui, la communication non violente, c'est le truc avec OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Oui, ce sont des repères. L'idée, c'est pas d'apprendre à parler comme ça. Souvent, moi, avec mon étiquette d'infirmière, j'aime bien citer que pour moi, c'est comme des vertèbres: observation, sentiment, besoin, demande. Bien sûr que j'ai ça à l'intérieur, mais c'est pas forcément ce qui va être rendu visible dans la communication. Quand je vous vois, il y a l'atlas, l'axis et le coccyx. Je sais bien que si vous êtes assis, c'est bien parce qu'il y a des vertèbres qui tiennent le bazar. Sincèrement, ça m'arrange de ne pas les voir à cet instant. Moi, en ayant bossé en réa pendant 7 ans, quand on commence à voir les vertèbres, ça sent fumé. D'accord? C'est pas bon signe quand on voit ce qu'il y a. Voilà. Donc, c'est la même chose. Vous voyez, observation, sentiment, besoin, demande. C'est quelque chose que j'ai à l'intérieur sur lequel je vais vraiment mettre mon attention. Et à l'intérieur de moi, je vais commencer à véritablement faire la distinction entre l'observation et le champ de l'interprétation. Parce que si je commence à m'exprimer en interprétant, il est possible que mon interlocuteur, je le perde. Et puis, au fur et à mesure de chapitres, on va vraiment déterminer les différences entre les émotions, les évaluations, les besoins, les stratégies, bref. Ça, c'est ce qu'on apprend dans les stages. Et de regarder que ce chemin interne va me permettre après de pouvoir m'exprimer d'une manière qui soit plausible. Vous voyez, quand on démarre la CNV, certains croient qu'il faut parler comme ça. Et là, vous perdez la moitié de vos amis. Ouh là là, quand j'entends que tu m'invites à un dîner, je me sens tout émoustillée parce que ça nourrit mon besoin de lien et d'appartenance à la communauté, et je te remercie. Mais là, les gens ils disent: mais t'as changé de cocaïne, ou enfin t'as changé de livreur. Oui, là c'est complètement à côté de la plaque. Ça veut pas dire que ça n'a pas à exister, mais la façon dont c'est exprimé, ça devient tragique. Donc il y a ce chemin de compréhension interne, et il y a ce qu'on va en faire pour le mettre au service de la relation, puisque tout l'objectif de ce processus, c'est de créer un lien à partir duquel, les gens auront du plaisir à faire ce que vous leur demandez, alors que nous, on a été éduqués à tenter d'être dans l'action avant la relation. Donc, c'est un enjeu relationnel, la CNV, et pas un outil pour obtenir des trucs que vous n'auriez pas obtenus d'une autre manière. Et puis, dans le chapitre, on apprend justement à transformer les jugements, parce qu'on a bien vu que quand quelqu'un nous juge, c'est moyen agréable, et en même temps, d'instant en instant, moi je suis truffée de jugements. Et que quand j'ai découvert ce processus et qu'on m'a dit: les jugements, ça va être notre matière première, je me suis dit: la matière première,
J'en ai pour des millions d'années. Et si on se chauffait à la matière première du jugement, je crois que je pourrais chauffer la planète. Et donc, c'est ça qui m'a réjoui. Vous voyez, ça fait pas de nous des gens complètement dans le marbre. On va prendre plaisir à nos jugements. Ce qui veut dire qu'avec l'expérience, on va pouvoir peut-être à certains moments prendre plaisir au jugement des autres, puisqu'on sait que derrière les jugements, ça parle d'un truc important. Souvent, je dis, si je devais me faire tatouer un truc, ce serait cette phrase qui est « tout jugement est l'expression tragique d'un besoin pas entendu ». Mais comment s'en souvenir dans les moments où le parent vous dit « vous êtes le prof ou la prof la plus minable que j'ai jamais rencontrée pour mon enfant ». De là à prendre plaisir, ça demande un peu d'entraînement. Vous voyez, c'est simple dans la compréhension, mais au moment où l'autre nous dit qu'on est le prof le plus minable, la notion du plaisir, elle est un peu décalée. Vous voyez, ça demande un peu d'entraînement. Donc ça, c'est aussi un objectif d'apprendre à traduire les jugements. Et puis, ce processus aussi, à certains moments, nous invite aussi à nous arrêter à temps. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un arrive avec suffisamment d'énergie, de colère, etc. et dit « Ouh là là !» Ou même nous, à l'intérieur de nous, on sent que ça monte et dire « Là, j'arrête avant d'aller plus loin que ce que j'ai envie. » Vous voyez, c'est l'enseignant, moi, qui va dire « Ça n'a rien à voir avec vous. Là, je sens que la colère arrive. Je préfère faire un stop maintenant parce qu'après, je suis pas sûre de ce qui pourrait sortir de ma bouche et je pourrais le regretter. » Et puis après, il y a tous les moments. Vous verrez, il y a un exemple où moi, j'étais dans une classe un jour et j'ai dit un truc abominable aux élèves. J'étais en mode, j'en pouvais plus. Voilà. Et de regarder que ça nous permet de revenir dans la relation et on peut se désoler. Vous voyez, on reste des humains qui, à certains moments, atteignent notre limite et quelquefois, la limite, elle prend des formes qui ne sont pas complètement académiques. Mais ce qui fait qu'on devient un adulte inspirant, c'est reconnaître qu'à un moment, ça nous a dépassé et qu'on peut sincèrement le regretter et aller regarder ce qu'on va retenir de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et là, les mômes, ils disent « Ah ouais, trop fort », ça veut dire que nous aussi, à certains moments, on peut comme faire des loupés, ouais. Et de voir un adulte qui se plante et qui prend la responsabilité, là, de mon point de vue, on est dans le champ de l'inspiration. Parce que quand Rosenberg a travaillé les habitudes de langage, et il a repéré 3 grandes catégories, on a déjà vu là les jugements, il a repéré les ordres, les exigences, et il a repéré surtout ce qui pour lui était le plus grand fléau de l'humanité, et c'était le déni de responsabilité. Et il était d'autant plus touché qu'un certain nombre de personnes qui connaissaient, ont fini tragiquement en fait avec la Shoah. Et il disait que le moteur en fait qui avait poussé certains à cette déshumanisation, c'était ce déni de responsabilité. On n'a pas le choix, c'est elle qui m'a dit de faire ça, elle ou lui, et puis au bout, c'était personne. Et que lui, il disait qu'on entretenait le déni de responsabilité à chaque fois qu'on est en train de dire qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé de faire quelque chose. Et ça, dans les formations, on travaille. Comment on va devenir un adulte inspirant qui passe de « j'ai pas le choix, je suis obligé » à « je choisis de ». Et que si aujourd'hui, on veut remettre un peu de moteur dans la vie, de carburant dans la vie dans la nôtre et celle des gens qui nous entourent, c'est comment, en fait, à travers le langage, est-ce que les gens nous entendent, comment est-ce qu'on reprend la responsabilité de nos existences, de faire de nous des gens qui choisissons plus que des gens qui subissons. Donc, il y a des défis, en fait, derrière cette approche. Et dans l'auto-empathie, il y a aussi, de la même manière qu'on va traduire les jugements qu'on a sur les autres, on va apprendre à traduire les jugements qu'on a sur nous-mêmes. Parce que souvent, on supporte pas trop si les autres nous critiquent, mais si on regarde la petite voix qui nous parle à l'intérieur, je sais pas vous, mais des fois, elle est encore nettement plus dure avec nous-mêmes que ce que les autres nous disent. Et ça a un impact sur notre énergie, sur notre morale, repérer toutes les fois où on se juge soi-même et comment on va pouvoir traduire ça aussi en conscience de nos besoins pour éviter de se plomber soi-même. Et une autre dimension très importante, c'est donner de la place à la gratitude et à voir ce qui va bien. Et de le faire aussi dans la relation avec nous-mêmes, au lieu d'être juste en train de nous critiquer à chaque fois qu'on n'a pas bien fait quelque chose. Est-ce qu'on peut aussi voir tous les jours ce qu'on fait et savoir se remercier de ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aussi, dans la relation aux autres, et en particulier avec les enfants, mais ça va être valable avec les collègues et les parents, savoir voir ce qui va bien et le dire? Ça, c'est une dimension importante dans la relation éducative.
Parce que souvent, quand l'enfant fait ce qu'on attend de lui, on se dit bah, c'est pas la peine d'en parler parce qu'on va utiliser notre temps et notre énergie à le faire progresser, ce qu'il sait pas encore faire ou ce qu'il fait pas très bien. Ce qui fait qu'on met souvent dans la relation uniquement ce qui ne va pas. Et l'enfant, il se vit comme insuffisant en permanence. Et l'idée, c'est alors qu'on veut développer l'estime de lui-même. Donc comment on peut aussi aiguiser notre regard à voir ce qui va bien et à le nommer pour que l'enfant il reçoive aussi dans la relation tous les moments où son comportement ou ses résultats sont satisfaisants pour nous. Et donc la gratitude à soi, la gratitude aux autres, voilà. Ouais, je vais ajouter quelque chose par rapport à ça. Et ça, je crois que c'est en lien avec mon métier d'infirmière et notamment infirmière scolaire. Parce que globalement, les gamins, quand ils viennent à l'infirmerie, c'est jamais pour dire tout va bien, c'est top moumoute. Et de regarder que, à force de mettre l'attention sur ce qui va pas, c'est-à-dire qu'admettons, on peut arriver dans une classe et dire, bah, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça s'est pas trop bien passé, un truc ou l'autre, voilà. Et en fait, c'est comme si à un moment, l'enfant intègre que pour avoir de l'attention, il faut ne pas aller bien. Et donc, est-ce qu'à un moment, je suis conscient qu'on a à rétablir cet équilibre? Par exemple, est-ce qu'il y en a 3, là, ce matin, qui ont envie de partager un truc qui s'est super bien passé hier soir? Et nous, on va traduire, c'est quoi les besoins nourris? Ah, moi, mon papa, il est rentré super tôt, j'ai pu jouer. Ah, ok. Et donc, t'aimes jouer? Ouais, machin, etc. Et puis 3 où ça s'est moins bien passé. Parce que sinon, on intègre à un moment que le seul moment pour avoir de l'attention d'un enseignant, d'une infirmière, d'un principal, proviseur, ce serait, ou de quelqu'un, d'un personnel voilà, qui accompagne, ce serait d'aller mal. Et donc, on a, nous, à être extrêmement vigilants, à semer ces graines de l'équilibre autour de l'attention. Moi, j'ai vu ça vraiment au fur et à mesure dans ce métier d'infirmière. Ben, voilà, je pense que c'est le bon moment pour que on passe dans un temps d'échange de questions-réponses. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure qu'on était à une génération charnière. Alors, je vais choisir 2 situations. La situation d'un collégien qui se retrouve avec une appréciation du travail, mais il bavarde beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'a que ce retour-là sur son bulletin scolaire. Et le deuxième point, c'est que j'accompagne des enseignants en formation initiale. Et ce fameux point de qu'est-ce qui va bien, en fait, c'est quelque chose sur lequel, je pense, en formation, on devrait davantage appuyer, parce que ce qu'ils retiennent de leur visite, c'est ou alors ça allait pas, ça allait pas. Donc, pour tous les aides qui sont en apprentissage, peut-être que est-ce que c'est typiquement français, je sais pas, mais au lieu aussi de pointer les manques et les échecs, peut-être que d'avoir un regard avec plus de bienveillance et sur les réussites, ça contribuerait à soutenir, comme vous disiez, l'allant et l'envie et le désir en fait de poursuivre. Parce que sinon, ça a tendance à faire tout l'inverse. Et ben puisque c'est comme ça, le collégien dit je ferai plus rien, je participerai plus. Et l'enseignant débutant, pareil, il perd l'envie de se mettre en mouvement et en fait, on a tout perdu. Je ne sais pas si vous avez parlé au ministre, mais ce serait bien. Voilà. Parce qu'on on a vraiment besoin de ça en ce moment. On est dans une institution qui quand même vivote très mal et c'est compliqué. Donc voilà, je sais pas. Vous disiez que vous interveniez à Versailles. Moi, je veux bien 5 jours de forme au rectorat à Paris. Ben, moi, je veux bien 5 jours de formation avec vous dans mon plan de formation. Tous les enseignants de l'Académie de Paris, vous pouvez bénéficier d'un programme de 14 jours de formation. C'est le seul rectorat en France qui vous propose ça. Ah, vous venez à Versailles, vous? Pour l'instant, parce que la dernière conférence qu'on a donnée avec François Moutapa dans le cadre de la sortie du livre, Catherine a fait une conférence avec une enseignante, Charlotte Cerisier, ils ont plutôt choisi l'axe empathique en lien avec le premier chapitre. Il y a eu une deuxième conférence avec Rebecca Shankland sur les liens entre la communication non violente et les CPS. Et la troisième, elle était avec François Moutapa, le directeur de l'école académique de Paris, qui a fait le choix, en fait, de valoriser la formation professionnelle des enseignants avec cet axe de la relation avant l'éducation. Et donc, comme cette conf, elle a été vue par un nombre assez important de personnes, on a vu que dans le public, ça générait du rififi en disant « Ah, mais nous, on est par ici, par là, mais pourquoi il n'y a que Paris ?»
Et j'imagine que ça va se diffuser. Parce qu'à Paris, vous pouvez avoir 5 jours sur l'empathie, 5 jours sur la communication non violente, 2 jours sur poser des limites et 3 jours sur la mise en place des systèmes et cercles restauratifs. C'est une révolution dans cette académie parce que le directeur de l'école académique a dit il y a une urgence à accompagner la professionnalisation des enseignants sur le champ de la relation. Et lui, il voit la communication non violente comme étant une approche qui développe particulièrement toutes les CPS. Et on a fait un tableau dans le livre de voir que quelqu'un qui aurait intégré la communication non violente développerait toutes les CPS. Donc, je peux entendre cette chaîne dont vous parlez parce que un enseignant qui ne vit pas l'équilibre entre ce qui est OK et ce qui est pas OK dans sa formation initiale, il va reproduire ça dans la classe. Donc, c'est une telle évidence pour nous d'accompagner les jeunes enseignants dès le départ avec cette vision de l'équilibre entre ce qui est OK et ce qui va pas. Et nous, on milite à Déclic depuis quand même longtemps pour intervenir sur la formation initiale. Ça fait 10 ans et là, on commence à être entendu dans un grand nombre de rectorats. Et on commence à envisager la formation des formateurs dans les rectorats. Donc ça, c'est une vraie avancée. Donc voilà, c'est le fruit de, bien 10 ans, ma petite dame. Hein. Ouais. Et je peux entendre après comment c'est difficile aujourd'hui pour vous, bien sûr. Et que cette génération de passage dont tu parles, moi, je le mesure en formation de voir un grand nombre de personnels qui sont à la fois épuisés et en même temps qui sont suffisamment courageux pour venir dans des formations comme les nôtres qui vont bousculer les pilotis sur lesquels on est installé depuis 8000 ans. Donc, je trouve qu'il faut être courageux ou parfaitement inconscient pour commencer les initiations en communication non violente. Parce que c'est moins confortable pendant un petit temps, le temps de retrouver d'autres pairs. Je préfère vous le dire, au moins comme ça, je ne vous vends pas de l'illusion. Et donc, ça bouge. Hein. Il y a d'autres rectorats où il commence à y avoir des formations en communication non violente qui sont assurées aussi en grande partie par des personnes qu'on appelle des intervenants qualifiés Déclic. C'est des personnes qui sont en poste à l'éducation nationale. Et dès 2017, on s'est dit que puisque la communication non violente commençait à être reconnue pour son sérieux et ses apports, il allait y avoir une grande demande. Et nous, Véronique et moi, on œuvre à notre disparition en fait. On veut pas que ce soit nous toute notre vie qui faisions des formations. On a envie qu'à un moment l'éducation nationale soit autonome là-dedans. Et donc on a commencé avec des personnes qui s'étaient formées sur leurs vacances et sur leur week-end et avec leurs deniers personnels, qui se sont formées. Notre critère c'était qu'elles aient au moins 15 jours de formation et qu'elles aient mis en application pendant au moins 2 ans dans leur classe. Et il y a des personnes ici qui ont fait ce parcours-là et qui pourront vous répondre. Il y a Paola, il y a Mylène. Et on les accompagne ensuite pour être des personnes ressources dans leur structure. Et ensuite, à pouvoir animer des sensibilisations à leurs collègues. Des sensibilisations qui peuvent aller de 1 heure jusqu'à 3 jours. Voilà. Et ces personnes, elles commencent à être repérées par les rectorats. En particulier dans le secondaire, c'est plus facile. Elles interviennent au plan académique de formation. Et donc à Aix-Marseille, il y a des formations en CNV au plan académique de formation, assurées par des personnes qui ont fait ce parcours-là avec nous. Et c'est ça qui est super, c'est que c'est une qualification interne à notre association. On peut rien imposer à l'éducation nationale. Mais quand ils ont eu des demandes et qu'ils ont cherché des personnes ressources, ils ont trouvé ces personnes qui avaient fait ces démarches-là. À Bordeaux, il y en a aussi 3 qui sont repérées, qui sont motrices. À Poitiers, à Pau, voilà. Donc, ils commencent à avoir différents rectorats qui donnent de la place aux formations à la communication non violente. Et c'est sûr que l'étape d'après, c'est d'aller dans la formation initiale. Parce que si on a ça dès le départ, dans sa posture relationnelle, on démarre tout de suite avec ces repères-là, on gagne du temps. Parce que si ça amène non seulement à changer sa manière d'être dans la relation, sa manière de gérer les conflits, mais aussi sa manière d'aborder sa pédagogie. Par exemple, justement, les bulletins, à un moment dans la formation, naturellement, les enseignants disent « Ah, mais en fait, comment je vais faire pour remplir les bulletins? En fait, je ne fais que des jugements. Comment je vais pouvoir faire autrement ?» Et donc, comment je vais pouvoir traduire mes jugements, penser à dire déjà ce qui va bien, ce que j'apprécie sur les bulletins, et pas seulement ce qui va pas. Bon, après, le problème, c'est que Pronote, il n'y a pas assez de place pour... Parce que l'avantage... Le seul avantage des jugements, c'est que c'est court. C'est le seul avantage. À part ça, ça a beaucoup d'inconvénients. Et ça amène à changer sa pédagogie naturellement. Parce que quand on prend conscience des besoins,
on se dit ah, mais en fait, ma pédagogie où les enfants ils restent assis du matin au soir juste à m'écouter, mais ça prend pas en compte plein de besoins. Le mouvement, l'initiative, l'action, la création, la coopération, voilà. Et comment je peux faire pour que dans ma pédagogie, il y ait tout ça. Et plus, c'est aussi ça, prendre conscience qu'en fait, quand nos besoins ne sont pas pris en compte, vous avez vu quand j'ai mal dormi, comment tout de suite ça crée des émotions désagréables et des réactions. Et donc, quand les besoins ne sont pas pris en compte dans les formes pédagogiques, ça crée du mal-être et de la réaction. Et donc, on passe notre temps à gérer des conflits. Et que plus on va prendre en compte les besoins dans les modes de fonctionnement, et plus il va y avoir du bien-être et moins de conflits. Donc, c'est aussi... Mais par contre, ça prend plus de temps à changer. Donc, l'endroit où on peut changer rapidement, et ça dépend que de nous, ça va être notre qualité relationnelle. C'est pour ça qu'on commence par ça. Mais après, en fait, ça nous amène à nous poser plein de questions à tous les niveaux. On finit par avoir cette grille de lecture des besoins. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, pas de questions? Vous pouvez dire comment ça vous fait de nous entendre vous parler de ça? Alors, je suis enseignante spécialisée actuellement en formation KPI. Donc, moi, ça me fait énormément de bien parce que en tant qu'enseignant spécialisé ou en tant qu'enseignant en général, on nous demande bien souvent de la bienveillance et de l'empathie envers les élèves, envers les parents, envers nos collègues. Et je ne connaissais pas l'auto-empathie. Ça va me faire du bien de me mettre à l'auto-empathie et d'écouter mes propres émotions. Parce que sincèrement, on a un métier aujourd'hui qui est très difficile, peu importe si on est enseignant dans l'ordinaire ou l'enseignant spécialisé. Mais où quand on a besoin de dire à un collègue, tu es dans le jugement sur ton bulletin, tu n'es pas dans la réponse aux besoins de l'élève, où tu lui demandes de participer alors que son trouble c'est la dysphasie, le trouble de la parole, c'est pas possible pour lui. Et faire passer le message aujourd'hui, par exemple pour moi, c'est assez compliqué parce qu'il n'est pas prêt à l'accueillir. Mais du coup, je vais me poser la question de comment je vais pouvoir lui faire accueillir ce message en m'écoutant et en l'écoutant lui. Voilà. Et puis, j'ai envie de rebondir sur une dimension importante de... Effectivement, l'auto-empathie va aussi nous permettre de prendre soin de nous, de notre propre équilibre. Et une dimension importante, ça va être l'empathie qu'on peut se donner entre collègues dans les équipes. Et ça, quand on intervient dans les équipes, c'est vraiment de développer le soutien mutuel. Comment devenir des équipes soutenantes? Parce qu'à longueur de journée, on reçoit plein de stimulations, voilà, avec les enfants, etc. Et moi, j'utilise l'image du vase de tension émotionnelle parce qu'il y a l'expression la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous voyez. Et quand la goutte d'eau fait déborder le vase, à ce moment-là, nos réactions, nos paroles, voire nos gestes ne sont pas du tout alignés avec nos intentions éducatives. Et à ce moment-là, on n'a plus trop de contrôle, on n'a plus de cerveau là quand on est à ce moment-là. Mais on a du pouvoir avant. Comment j'observe régulièrement mon état? Je regarde l'état de mon vase émotionnel et comment je peux le vider. Et dans les choses qui vident, alors il y a toutes les pratiques qu'on peut avoir, aller courir, faire des choses qui nous plaisent, etc. Il y a vraiment deux pratiques que la communication non violente nous amène. L'auto-empathie. J'ai une émotion, au fait, de quoi elle part chez moi. Déjà, rien que ça fait un bien fou de voir où ça nous touche. Est-ce que je peux faire quelque chose pour prendre soin de moi? Et recevoir de l'écoute empathique. Alors, c'est difficile à imaginer tant qu'on l'a pas vécu. Mais quand quelqu'un nous écoute vraiment et nous rejoint précisément dans ce qu'on ressent et l'endroit où on est touché, hop, il y a quelque chose qui s'allège et qui se libère. Et quand il y a cette clé dans les équipes, eh bien, on devient des équipes soutenantes pour pouvoir retrouver de la disponibilité pour les enfants, pour les parents. Bonsoir. Je suis venue ici ce soir à titre professionnel et en fait, je me suis pris une belle claque personnelle. Merci. Il y a une phrase que vous avez partagée qui m'a beaucoup interpellée, c'est « Il vaut mieux qu'on soit nos amis plutôt que nos enfants ». Alors, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des beaux enfants. C'est pas forcément plus simple, je pense. Et en fait, ça fait très longtemps que je me pose la question de savoir comment c'est possible d'expliquer que je sois si différente au travail et à la maison. Et alors, j'ai pas encore les réponses, mais en tout cas, j'ai des clés. Après, c'est à moi d'aller creuser et puis de faire ce qu'il faut. Mais voilà, je m'attendais pas du tout à ça et juste, je veux vous remercier, quoi. Voilà. Merci pour votre partage parce que d'abord, ça me touche. À la fois pour l'honnêteté avec lequel vous partagez le décalage entre la professionnelle que vous pourriez être et puis le revers de la médaille.
Je trouve qu'il faut une forme de courage pour oser dire dans une assemblée de pairs. Donc, merci déjà pour ça. Après, je vous disais que quand on commence la communication non violente, on est dans la poisse pendant un certain temps. Eh ben, bienvenue. Et donc, ça, c'est vraiment immédiat, en tout cas pour vous. Et ça me rappelle des anecdotes où quand mes enfants étaient malades, je les emmenais à l'infirmerie avec moi. C'était facile. Ils disaient, pourquoi t'es gentil avec les autres enfants? Voilà, juste pour vous dire que je peux me relier tellement facilement à votre partage. Et de regarder quand même, maintenant que voilà, j'ai partagé ça, que à travers votre partage, ça montre à quel point on est éduqué à des repères externes, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Et c'est comme si, en fait, dans le cadre familial, comme on s'aime, a priori, on part d'un présupposé que notre mec ou notre nana et puis le barda qui va avec, dire que les enfants de l'autre, c'est de l'acquis, en fait. On va quand même pas non plus faire des efforts toute la journée. Donc, s'il y a un lieu où on peut se lâcher, c'est peut-être avec les gens avec lesquels on aime le plus. Mais c'est quand même le témoin d'une éducation où, comme cette éducation, elle est partie de il existe le bien et le mal et que nos parents nous ont éduqués à reconnaître le bien et le mal. On faisait bien, on avait une récompense, on faisait mal, on avait une punition. C'est quand même le regard externe qui finalement nous a éduqués à ça. Et que on a gardé cette habitude de chercher l'approbation comme ça à l'extérieur, d'autant avec des gens qu'on n'aime pas parce qu'on a intérêt à être aimé. Là où à la maison, comme on considère que c'est acquis, les rouges germaines derrière. Et donc, peut-être que c'est, en tout cas, un des axes qui explique qu'on aime être aimé. Et c'est OK. Mais c'est un coût, en fait. Et qu'on se lâche principalement avec les gens qui sont les plus proches, qui est quand même le pompon. Ça va quand je vous partage ça? Ouais. Mais merci déjà d'avoir osé le dire. Mais quand je rentrais avec les gosses dans la voiture, ils disaient, dis donc, ils ont de la chance, les élèves du lycée. Alors, j'étais accrochée à mon volant de Fiat Panda en me disant, oh merde, pourquoi ils m'ont vu? Mais c'est tous les moments où on se dit, mais cette goutte dont tu fais, toi tu dis la goutte qui fait déborder le vase. Moi, j'aime bien blaguer en disant, c'est la goutte qui fait déborder la vase. Et à un moment, on a tellement accumulé qu'au moment où ça pète, c'est sauf qui peut, derrière. Et quelquefois, dans certaines structures, c'est plus facile de disjoncter avec les gens qui sont proches de nous. Et peut-être regarder comment on va trouver un équilibre pour apprendre à dire au fur et à mesure ce qui convient pas, y compris dans le cadre professionnel, pour arriver peut-être le moins chargé possible, pour garder un espace, pour faire ce qu'on fait dans notre milieu pro, pour réussir à maintenir cet état de bienveillance qu'on aimerait offrir aux gens qui sont les plus proches de nous. Donc il y a un enjeu d'équilibre. Mais moins moins j'arrive à dire, plus j'accumule des tensions. Et après, peut-être en fonction de vos histoires, c'est plus facile de dire au boulot qu'à la maison. Après, ça, c'est vraiment en fonction de nos histoires. Et en sachant que peut-être ce qu'on vous a partagé, c'est abominable. Et moi, je veux bien l'entendre aussi, vous voyez. C'est pas parce qu'on vous partage un truc que vous êtes censé trouver ça génial ou agréable. Peut-être que pour certains, c'est désagréable. Et j'aimerais bien l'entendre aussi. Ça a une autre saveur. Et il y a de la place pour tout, là. La CNV, j'ai envie de dire, je connais. C'est pas la première fois que j'entends la CNV, etc. Et en même temps, je vois que des fois, c'est dur. Parce que, au final, tu te sens un peu un électron libre dans ta structure avec ta CNV. Et donc, c'est dur. Tout ça pour vous dire que c'est pas... Ouais, tu disais sur un autre axe que c'est difficile de se mettre face à la CNV, mais aussi quand tu arrives avec ta structure, éducation nationale, etc., c'est pas forcément bien accueilli. Enfin, c'est pas compris, en fait. En gros, j'ai l'impression que je perturbe. Voilà. Et en fait, de venir ici, effectivement, le mot inspirant a tout son sens quand je suis en face de vous. C'est comme si vos mots et vos verbes et votre posture, ça me redonnait l'espoir d'y croire. Et là, je suis émue, en fait, parce que là, j'arrive à un moment, effectivement, vous avez parlé d'effort, oui, parce que on est le mot pionnier, je reprends. On est un peu, on y croit, on y va. On prend sur nous, on fait des efforts personnels, financiers et tout ce qui va avec. Et à un moment, on s'essouffle un peu quand en face, c'est pas reçu. Pourquoi on fait ça, en fait?
ouais, c'est pour l'élan de contribuer, ouais, mais à un moment, on s'essouffle parce que c'est humain. Et en fait, ça a besoin de se réalimenter, de mettre la prise là où il faut pour recharger les batteries parce qu'on se décharge. Donc pour tout cela, moi, c'était juste pour vous dire merci, je suis dans la gratitude. Vous êtes inspirante, effectivement. Le mot inspirant prend tout son sens. Est-ce que vous voulez parler maintenant ou je lui réponds d'abord ou... D'accord. Merci pour ton partage parce qu'il amène vraiment cette dimension que ça nous amène dans un autre paradigme, un autre mode de fonctionnement dans les relations. Et que quand on fait cette démarche, comme tu as pu faire, de venir te former par toi-même sur tes week-ends, tes vacances en pliant par toi-même, et que tu retournes dans ta structure et que tu es la seule à avoir développé cette conscience-là, et donc cette vigilance à être dans une autre forme de relation, et donc plus une autorité verticale, avec tout le système des punitions, récompenses, les menaces et tout ce qu'on est habitué à faire, les collègues qui sont pas au courant de tout ça, ne voient pas le sens et voient même une forme de danger, hein, et ça va être souvent oui mais tu es trop laxiste, tu écoutes trop les élèves, à cause de toi on va plus pouvoir les cadrer, etc. Et donc c'est compliqué parce qu'on est déjà soi-même en train de quitter ses repères et de tâtonner dans quelque chose de nouveau, même si on y voit du sens, hein, mais c'est un apprentissage qui prend du temps. Et puis en plus l'environnement n'est pas soutenant. Voilà, donc c'est très important de pouvoir se relier régulièrement à d'autres personnes qui pensent pareil et qui croient pour pouvoir entretenir cette conviction, et voilà. Et après, l'idéal, c'est quand on peut se former en équipe. Et c'est ça qui est vraiment super, parce que quand dans l'équipe, tout le monde a entendu la même chose, on a des repères communs et on se soutient. Et jusqu'à présent, c'était assez compliqué pour les écoles primaires. Les collèges arrivaient à trouver plus facilement des financements pour les formations. Et là, il y a un axe pour pouvoir élaborer des projets dans vos écoles, c'est avec notre école Faisons-la ensemble. Vous pouvez élaborer des projets avec la CNV et demander des formations d'équipe et des financements. Vous voyez ce que c'est, notre école Faisons-la ensemble ? Non, pas tout le monde. Ouais, vous pouvez aller sur Eduscol, vous tapez Eduscol et vous tapez notre école Faisons-la ensemble et vous allez voir, c'est dans le cadre du Conseil national de la refondation, c'est donner plus de possibilités d'initiative aux équipes sur le terrain, d'élaborer des projets d'école et de demander des financements qui peuvent aller avec et qui normalement doivent se débloquer plus facilement que tout ce qui pouvait se faire avant sur des appels à projets. Donc voilà un axe possible aujourd'hui pour les écoles primaires, alors qu'avant c'était très rare qu'on arrive à faire des formations d'équipe. On avait des demandes, mais ça s'arrêtait toujours aux moyens. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose ? Bonsoir. Effectivement, merci beaucoup. Il y a des mots comme ça qui nous sont venus au fur et à mesure de vos discours. Vous avez répété plusieurs fois le fait d'en avoir conscience de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Alors à ce moment-là, j'ai pas pu m'empêcher de ressentir de la culpabilité, mais de la culpabilité que j'avais déjà plus ou moins ressentie parce que je suis enseignante spécialisée. J'ai eu la chance d'avoir reçu la formation KPI. Du coup, est-ce qu'à un moment donné, quand vous dispensez du coup des formations, je voulais savoir si à un moment donné, il faut aussi, alors ne pas faire culpabiliser, mais évoquer la responsabilité aussi qu'on a face à ces, alors plus face à des enfants qu'à des adultes, même si on peut aussi faire du mal. Alors de ne pas dire attention à ce que vous dites, sinon ils vont se taper 40 ans de thérapie du coup de psychanalyse. Voilà, mais alors je vais rebondir sur ce que je pense avoir compris en tout cas. et j'en profite pour dire, si à un moment dans ce qu'on dit, ça vous faire oh mon Dieu et de la culpabilité qui arrive, moi je vous invite à vous relier à vos intentions de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous les avez fait avec les meilleures intentions du monde, avec ce que vous aviez comme conscience et comme outil. Voilà. Et que si ce qu'on vous apporte aujourd'hui, ça vous donne des clés pour autre chose, je vous invite à mettre votre énergie, pas à vous flageller de ce que vous avez fait hier, de vous relier à, encore une fois, vos intentions et que vous avez fait du mieux que vous pouviez avec la conscience et les outils que vous aviez, et utilisez maintenant votre énergie pour demain. Comment je vais pouvoir me servir de ça pour demain, en sortant, pour être un peu plus dans cette vigilance, etc. Et de regarder que une des grandes difficultés qu'on peut avoir quand on rencontre ce processus, et que d'une certaine manière, ça vient comme emboîter le pulse de ce qu'on attendait depuis la nuit des temps, dans la compréhension et dans l'alignement que ça nous permet, enfin, un des, comment je dirais, des moteurs qui pourraient nous propulser, c'est de tenter de convaincre
tous les gens qui sont autour. Hein. Mais c'est comme à Noël. Vous recevez un camion de pompiers et vous considérez que toute la famille devrait devenir pompier en même temps que vous. Sauf qu'il y a ceux qui veulent être marchands de légumes, et là, en fait, c'est la zone. Oui, donc, tout petit, vous avez déjà appris que convaincre, c'est pas ce qui va donner envie à l'autre de jouer avec votre camion de pompier. Mais par contre, si vous jouez avec votre camion de pompier et que les autres voient que vous avez vraiment l'air de vous amuser, mais alors vraiment de la folie, à un moment, ils vont venir. Et que l'enjeu, quand on est isolé, c'est d'être suffisamment inspirant pour motiver. Et que bien sûr, dans les formations, nous, en tout cas moi, dans les confs, quand on me propulse des gens qui sont obligés d'être là, je vois le niveau de réaction. Hein. Moi, je suis née à la campagne. Hein. Mon père disait, ma pauvre chérie, on fait pas boire un âne qui a pas soif. Mais par contre, les ânes boivent quand ils voient les autres boire. On revient toujours à cette logique paysanne qui est comment moi, dans ce que je vais rayonner, d'une certaine manière, ça peut peut-être interpeller les autres. Mais ça, c'est extrêmement complexe parce que c'est un tel changement de paradigme que si moi, par exemple, je décide de plus punir, peut-être que ça peut générer du rififi, en fait, au niveau des équipes. Et ça veut dire que non seulement c'est moi qui me fais suer à aller en formation, mais en plus, pour le même prix, je me retrouve à devoir accueillir les réactions de mes collègues qui sont restés au chaud dans leur classe. Ça fait beaucoup. Et en même temps, c'est une réalité à laquelle je trouve qu'il faut se préparer très tôt, quand on fait le choix d'être pionnier dans des modes de vision d'un monde différent. Puisque j'aimerais vraiment partager que c'est politique, la CNV. Alors, pas d'un parti politique. C'est la vie dans la cité. C'est une autre organisation. Et que pour l'instant, l'éducation que nous avons reçue a fait de nous ces belles personnes. Et c'est là où je te rejoins. Il n'est pas question de culpabiliser au sens « Oh mon Dieu, j'ai dû en bousiller le 3/4 ». Non, personne, vous voyez, n'en est mort. Mais c'est de regarder que l'éducation que nous avons reçue, d'une certaine manière, a entretenu une certaine vision pyramidale de la société, où il vaut mieux être le prof que l'élève, il vaut mieux être le parent que l'enfant, il vaut mieux être le juge que le jugé, et peut-être qu'à certains moments, il vaut mieux être le président que les présidés. Et que dans cette structure pyramidale, on a intégré le langage conditionné, on a vu les jugements, les ordres, le déni, toutes les habitudes de langage, d'écoute. Et aujourd'hui, peut-être qu'on arrive à un niveau d'une grande crise d'autorité, où il est question de retrouver une autorité qui fasse sens comme l'autorité à Rome, c'est-à-dire comment on va redevenir des personnes suffisamment inspirantes pour que les enfants nous accordent l'autorité, pour que les élèves nous accordent cette autorité. Et que dans la structure que nous nous proposons, elle n'est pas mieux ou moins bien, mais elle est fondamentalement différente. C'est-à-dire qu'on prend le pari qu'en éduquant les enfants différemment, bien sûr qu'on va maintenir la posture de « il y a quelqu'un qui tient la baraque, il y a un chef ». Mais peut-être que ce chef, eh bien sa fonction, elle est reconnue par sa capacité à inspirer ceux qui sont en lien avec cette personne. Et donc, on va intégrer une autre façon de transformer le langage qui nous a porté jusqu'à maintenant, mais pour en faire un objet de relation au service du fait de développer l'autonomie et la liberté de penser des gosses en faisant en sorte qu'ils deviennent suffisamment conscients d'eux et la conscience de l'interdépendance jusqu'à prendre en compte l'effet sur la planète. Nous, on mise sur une écologie au sens large avec la communication non violente. Une écologie humaine, relationnelle et qui intègre tout le système et l'écosystème. C'est un pari pour l'avenir. Ouais, j'entends que c'est la mi-temps. Non, la fin. Ça veut dire, moi, je faisais mi-temps comme ça au basket. Donc, peut-être vous dire merci de votre présence et puis de ce temps d'interaction.